Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Clémence d'être ici, merci Jérémy également pour ce nouveau brunch radicalement vôtre. Pour rappel, ce que sont les brunchs radicalement vôtres. Donc, c'est des moments, des webinaires qui sont organisés généralement le samedi matin par le collectif Radicalement Vôtre, qui est un collectif qui s'est constitué au sein de parti les écologistes, mais qui est également ouvert à l'ensemble des militantes ou militants qui souhaiteraient aborder ou se mobiliser sur des sujets plutôt radicaux. Donc, la ligne que suit le collectif Radicalement Vôtre, c'est une ligne écoféministe, antiraciste, décoloniale, antivalidiste, accroissante, antispéciste. Donc, voilà, qui est assez, pas en rupture de banc, mais qui pousse le parti des écologistes à aller plus loin sur l'ensemble de ces sujets-là. Pour ce nouveau brunch sur le thème de l'IA, donc exactement quels sont les risques sécuritaires et démocratiques de l'IA, nous avons donc deux intervenantes et intervenants. Clémence Perrault, directrice exécutive de POSIA, et Jérémy Perret, chercheur en sécurité de l'IA. Alors, pour commencer, je vais vous demander, Clémence et Jérémy, de bien vouloir vous présenter et également de présenter POSIA. À vous. Ouais, je peux commencer. Donc, je suis la directrice de l'association POSIA depuis fin 2025 maintenant. J'ai un parcours un petit peu atypique puisque je viens du milieu de la cause animale où j'ai travaillé pendant plusieurs années comme chargée de campagne. Et j'ai décidé de me réorienter vers le sujet des risques liés à l'intelligence artificielle au vu des alertes du monde scientifique. J'ai ressenti une vraie urgence sur ce sujet-là et donc j'ai décidé de quitter professionnellement le domaine de la cause animale pour participer à développer un vrai mouvement citoyen autour de la question sur la sécurité de l'IA en France. Je peux introduire brièvement POSIA, donc c'est une association de bénévoles. Je suis la seule salariée actuellement et POSIA alerte les citoyens, les pouvoirs publics français sur les dangers de la course à l'intelligence artificielle, sur les dangers que ça fait courir à la société humaine et on essaye de les inciter à agir à leur niveau pour s'y opposer. On a une communauté sur Discord et les bénévoles qui veulent s'engager à POSIA sont inclus dans des groupes de travail. POSIA, c'est la représentation en France de POS AI Global, qui a été fondée en 2023 aux Pays-Bas. Et donc, du coup, le mouvement international demande un moratoire international sur l'entraînement des systèmes d'IA général, donc IAG, jusqu'à ce que toutes les conditions de sécurité et de contrôle démocratique soient réunies. POSIA, c'est un mouvement qui a été cofondé notamment par Maxime Fourne, qui a été pendant 10 ans, plus de 10 ans, chercheur et ingénieur en deep learning et qui a décidé de mettre sa carrière en pause pour cofonder POSIA en France. Et il est depuis fin 2025 le directeur général de POS AI au niveau global. Je te laisse te présenter, Jérémy. Oui, merci Clémence. Merci Steven pour l'animation. Donc moi c'est Jérémy Perret. J'ai fait de l'intelligence artificielle à peu près toute ma carrière dans la recherche, dans l'ingénierie, dans l'enseignement. Ça fait un petit peu plus de 10 ans maintenant que je me spécialise dans la sûreté, la sécurité, on peut dire les deux, et la gouvernance de l'IA. Au départ, c'était pour faire en sorte que le futur de cette technologie se passe bien. Et puis, au fil des ans, tous les beaux scénarios théoriques de risques possibles qu'on écrivait sont passés de plus en plus à la pratique. Euh,
Donc de plus en plus de gens ont commencé à s'en rendre compte, notamment avec l'essor de ChatGPT et consorts. Et c'est également autour de ce moment-là que j'ai rejoint Posia en tant qu'expert scientifique, euh, parce que les risques sont là et de plus en plus de gens peuvent s'en rendre compte. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on parle souvent dans le débat public de l'impact environnemental de l'IA, l'impact sur l'urbanisme avec les places que prennent les serveurs, le remplacement des différents métiers. Voilà, ces différents sujets, ou l'impact aussi sur la cognition des personnes qui utilisent trop l'IA. En revanche, on parle moins des risques existentiels. C'est assez peu audible sur le plan politique aujourd'hui. Et quand on se pose vraiment d'un point de vue prospectif, on peut avoir l'impression que les risques véritables ou qui mettent en danger la société se trouvent à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui. Euh, Très brièvement, quand on parle de risque de l'IA, on va les mettre dans trois catégories. La malveillance, tout ce qui est, on a des outils d'IA qui marchent, mais qui sont utilisés à des fins malveillantes. Les risques systémiques, donc là, les problèmes environnementaux et les problèmes de l'utilisation de l'IA pour la désinformation, ça fait partie de ce de ce deuxième. Et les risques existentiels vont faire partie d'une troisième catégorie, ceux de la perte de contrôle, où l'on essaie de faire des systèmes d'IA qui font ce qu'on veut, mais on échoue. Ça marche pas. Il y a des bugs, ça ne marche pas comme on veut, et ça a des effets catastrophiques sur le monde, potentiellement catastrophiques. Et ces effets catastrophiques, comme tu l'as mentionné, ça peut aller jusque à la mise en péril de l'humanité elle-même. Ça va extrêmement loin sur l'échelle dont on parle. D'habitude, les risques existentiels, c'est quelque chose qui ressemble plus à un astéroïde qui arrive sur la Terre et qui tue tout le monde. C'est depuis à peu près la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a aussi des risques existentiels de type technologique, où les humains ont créé des technologies qui peuvent potentiellement mettre en péril l'humanité. Alors pourquoi on n'en parle pas? Ben, c'est parce que c'est quand même très extrême comme risque, mais ça fait depuis une bonne vingtaine d'années que des scientifiques alertent sur la question. Le genre de scénario qui mène à un risque existentiel, donc c'est une perte de contrôle. On essaie depuis les débuts de l'intelligence artificielle et encore plus aujourd'hui de créer des machines qui sont trois choses. Très compétentes, donc qui sont capables de résoudre des tâches de plus en plus complexes, en particulier d'évoluer dans le monde complexe qui a toutes ses exceptions et tous ses détails, mais de façon compétente, donc de pouvoir s'adapter qui sont euh, autonomes, c'est-à-dire qu'on peut les faire marcher sans supervision. On peut les laisser tourner et on fait confiance à la machine pour prendre des décisions qui iront faire la tâche, mais du coup, il faut vraiment leur faire confiance, et qui sont générales. Donc, c'est l'autre pendant de la compétence, c'est de pouvoir évoluer dans plein de tâches possibles. Et à partir de là, si on a les trois en même temps, il faut vraiment, c'est un peu comme déléguer, par exemple, la gestion du réseau électrique ou la gestion de euh, la plupart des choses sur lesquelles reposent nos sociétés à des machines. On ne peut pas le faire sans avoir vraiment, vraiment, vraiment confiance dans ces machines parce que ça peut avoir des conséquences absolument dramatiques. Et aujourd'hui, pourquoi on parle de risque? Parce que les machines qu'on construit aujourd'hui n'ont pas ces garanties. On ne sait pas garantir la sécurité de toutes ces machines qu'on déploie, auxquelles on donne trop de confiance, sans avoir des garanties qu'elles vont faire des trucs qui sont bénéfiques pour nous, ne serait-ce qu'ils respectent la loi. C'est pas un problème technique résolu. Donc ça pose un risque. Très bien, merci beaucoup.
Euh, je sais que vous menez des campagnes, pour redonner la parole à Clémence, je sais que vous menez des campagnes liées à ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus au niveau de Posia et ensuite on pourra permettre aux personnes qui nous écoutent de poser des questions sur ce que tu viens de dire, Jérémy, ou ce que tu vas présenter, Clémence. Oui, c'est trop bien. Euh, donc oui, Posia s'organise par campagne. On essaye de mobiliser les citoyens, d'informer à propos de dates clés. Donc cette année, par exemple, à l'occasion de la fête des travailleuses et des travailleurs, on a lancé une campagne qui s'appelle «L'IA ne détruira pas que votre emploi», parce qu'on pense que la journée du 1er mai, elle peut plus être pensée sans l'IA. On veut poser dans le débat public des questions des questions qui sont cruciales, comme qui est-ce qui décide actuellement de l'avenir du travail, qui bénéficie des gains de productivité générés par l'IA, qui protège les personnes dont le métier va être remplacé. Tout ça, c'est des impensés pour l'instant dans le débat public et on essaye de mener cette bataille culturelle. On voit déjà que bah, les IA génératives, elles effectuent un nombre croissant de tâches à une vitesse et à un coût qui rend vraiment possible le remplacement massif du travail humain. Et ça dans de nombreux secteurs. Et il n'y a absolument rien qui garantit que les emplois qui sont détruits actuellement ou qui seront détruits à l'avenir vont être compensés par de nouveaux emplois. Et il n'y a absolument rien qui a été sérieusement préparé pour absorber le choc social que ça va engendrer. On a une étude qui est particulièrement marquante, qui a été menée par l'Observatoire des emplois émergents ou menacés et la COFAS, qui a montré que en France, il y a déjà 16% du travail qui serait automatisable. Et il s'agit d'une moyenne, parce que ce taux, il peut dépasser plus de 25% dans le management, l'administration, les métiers créatifs, évidemment, mais aussi des secteurs dont on s'imagine pas forcément, comme le droit, la finance, etc. En parallèle, dans cette campagne, on a pu aussi mettre en avant que on a des signaux qui se multiplient aussi par ailleurs. On a des grandes entreprises comme Meta, Microsoft qui ont annoncé récemment des licenciements dus à l'IA. On a déjà des professions donc comme les traducteurs, les rédacteurs, les métiers créatifs, etc., qui sont déjà en grande difficulté. Et c'est pour ça qu'on a lancé une grande enquête où les personnes peuvent témoigner de l'impact de l'IA directement sur notre site internet, que voilà, l'impact de l'IA a eu sur leur métier. Et le but de cette campagne, c'est de manière générale de diffuser le message que le risque, c'est pas seulement que les emplois disparaissent, mais c'est aussi que, de manière plus générale, euh, les décisions essentielles sur notre modèle économique, nos métiers, nos droits, notre information, nos services publics aussi, euh, ils soient progressivement délégués à des systèmes que personne ne contrôle. Et voilà, avec le fait que, voilà, avec l'IA, on perd progressivement notre capacité à, d'une part, comprendre et d'autre part, contester des choix de société. Donc, c'est pour ça que le 1er mai, Posia était dans la rue, dans plusieurs grandes villes, et on a été extrêmement bien accueillis par les autres manifestants. Ce mois-ci, on lance également une nouvelle campagne qui cible le G7, puisque du 15 au 17 juin à Évian, la France accueille le sommet du G7. Donc ça réunit les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la France évidemment, et l'Union européenne. Et donc, on a décidé de lancer cette campagne sur le G7 parce que la sécurité de l'IA est clairement pas assez prise au sérieux. Le 29 mai dernier, il y a les ministres du numérique du pays du G7 qui se sont réunis sur le sujet de l'IA et qui ont déclaré, sans se soucier vraiment d'aucune contradiction, vouloir à la fois une IA sûre et responsable et en même temps accélérer l'innovation
et l'adoption de l'IA. Euh, et dans cette réunion-là, ben, les dangers de l'IA ont été abordés sous l'angle de la protection des mineurs, sous l'angle de l'empreinte environnementale. Donc voilà, ce qui sont des approches utiles, mais vraiment très insuffisantes au vu des enjeux qu'a présenté Jérémy juste avant. Ils se sont aussi félicités de quelques signatures supplémentaires apportées par des entreprises privées au processus d'Hiroshima. Le processus d'Hiroshima, pour vous expliquer très rapidement, un, c'est un processus donc, qui a c'est un code de conduite international pour les organisations qui développent des systèmes d'IA avancés. Donc ça a été, c'est un accord qui a été fait au Japon en 2023 et c'était encourageant à l'époque. Mais ça reste un cadre de référence qui est non contraignant et très insuffisant, du coup, pour encadrer le développement et le déploiement des systèmes d'IA. Donc voilà, on pense à Posia que l'objectif des dirigeants du G7, ça devrait pas être d'accélérer coûte que coûte le déploiement de l'IA, mais plutôt de protéger les populations, nos institutions démocratiques aussi. Et là, les pays du G7, ils ont une responsabilité qui est vraiment historique de refuser qu'une poignée d'entreprises décide de l'avenir de nos sociétés. Et donc, on a lancé cette campagne là ces derniers jours pour les appeler à agir sans délai sur le sujet. Ouais, ce que vous dites tous les deux, ça me fait réagir pour le coup. On dit souvent, ou en tout cas une des raisons qui est régulièrement invoquée pour ne pas limiter le développement des IA, c'est que si on pose un cadre réglementaire trop restreint pour les entreprises, mettons dans un territoire national ou même si c'est un accord international, il y aura toujours des entreprises ou des pays qui, eux, n'auront pas ce cadre et développeront l'IA, ce qui fait que finalement tout le monde veut rester dans la course. Tu parlais des entreprises tout à l'heure, Clémence. Je crois que c'est avant-hier, l'entreprise Anthropic, qui est connue pour le développement de l'IA Claudia notamment, a proposé un manifeste destiné aux autres grandes entreprises concurrentes pour poser un moratoire sur le développement de l'IA, qui est aussi, si j'ai bien compris ce que vous proposez, pour anticiper et prémunir ces fameux risques. Alors comment ça s'est perçu? Est-ce que c'est un bon signal? Est-ce que déjà d'après vous c'est sincère? Est-ce qu'on peut mettre en relation un article qui est paru dans le Monde diplomatique il y a pas très longtemps également et qui montre qu'Anthropique n'est pas forcément beaucoup plus éthique que ses concurrents, mais que c'est possible que ce ne soit que une ligne éditoriale, voilà, que ce soit surtout une stratégie de communication. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ça? Alors, par défaut, ne jamais faire confiance aux communications des grandes entreprises et à leurs promesses. Spécifiquement sur Anthropic, l'épisode juste précédent, c'était Anthropic se monte contre le gouvernement américain et ne veut pas que leur IA soit utilisée par le gouvernement américain pour tous les usages légaux. Euh, et aujourd'hui, quelques semaines plus tard, Anthropic est très libéralement utilisé par la NSA pour leurs usages. Je ne vais pas mettre l'ego derrière. Euh, il y a toujours un double discours de la part de l'industrie. Et même si c'est ce qu'on on veut une pause. On veut une pause de la part de toutes les entreprises à la pointe de l'IA. Qu'Anthropic appelle à cette pause, c'est très bien, il faut que tout le monde le fasse, il faut qu'eux-mêmes le fassent. Ça ne donne pas fondamentalement de la confiance dans le fait que Anthropic va faire, qu'ils vont faire ce qu'ils disent. Ils vont faire ce qu'ils disent si et si et si, mais s'il n'y a pas de contrainte au niveau international, à un niveau qui est extérieur aux promesses volontaires de ces entreprises, il n'y a rien qui va se passer.
Sans cadre, ça ne reste que des promesses entre entreprises. Alors, forcément, dans l'absolu, c'est toujours mieux que Anthropic dise il faudrait faire une pause et machin, mais c'est de la même façon que Sam Altman d'OpenAI était à la barre du Congrès américain en disant il faut nous réguler, régulez-nous s'il vous plaît. D'accord, mais si jamais le gouvernement américain dit non, on va pas aller très loin. Il faut que ces appels soit suivi d'une réaction du cadre international, du cadre gouvernemental à l'international, pour que ça soit suivi des faits. Sinon, bah oui, c'est juste du marketing. On a déjà plusieurs pays qui se sont dotés de législation sur l'IA ces dernières années, comme l'AI Act au niveau européen. C'est des cadres nationaux et c'est des cadres qui sont du coup très insuffisants parce que ça concerne un périmètre géographique qui est limité. Il y a une absence de mécanismes de vérification, de contrôle contraignant à l'échelle mondiale. En fait, ce que pose IA, et pose AI, appelle, c'est que face à des menaces mondiales et irréversibles, la coopération internationale, c'est la seule stratégie qui est efficace. Si des entreprises appellent à ce qu'il y ait cette coopération internationale, c'est très bien, c'est une bonne chose, mais il faut qu'elle se fasse, et ça dépend pas des entreprises, ça dépend d'une volonté politique. On l'a déjà fait, se coordonner au niveau international. On a vu bah voilà, qu'on en était capable pour le traité, pour la non-prolifération des armes nucléaires, pour la convention aussi sur l'interdiction des armes biologiques. C'est faisable. Mais la prise en compte politique de l'intelligence artificielle, même si elle progresse dans le monde, elle reste très en décalage avec la vitesse de développement des systèmes les plus avancés. On peut se féliciter que, il y a déjà des figures politiques qui prennent au sérieux l'IA, comme Bernie Sanders aux États-Unis, qui se positionne très régulièrement sur les risques liés à l'IA. Il y a l'association aussi Control AI qui fait un travail remarquable auprès des parlementaires en Angleterre et au Canada maintenant. En Angleterre, il y a plus de 100 parlementaires qui ont signé pour soutenir leur campagne sur les risques existentiels spécifiquement. Mais voilà, en France, quand on regarde en France, on est vraiment très loin derrière en termes de prise en compte des dangers de l'IA par les partis politiques. On n'a aucun parti politique qui intègre la sécurité de l'IA comme un sujet à part entière dans son programme actuellement. Merci, je vois que Lucas a levé la main. Si Lucas, tu veux intervenir. Oui, merci beaucoup. Moi, j'avais une question justement par rapport au fait d'avoir des entreprises qui se positionnent, qui disent oui, nous, on est absolument, s'il vous plaît, régulez-nous, etc. Moi, je voulais savoir si, de votre avis, c'était justement pas le fait qu'ils savent qu'ils ont des gens en face qui ne le feront pas. Typiquement, aller devant Trump en disant régulez-nous, ils savent très bien que ça ne va pas se faire. Est-ce que vous pensez du coup que c'est ce qui alimenterait leur stratégie ou si ça vient effectivement comment dire euh, d'un appel réel provenant de ces fameuses entreprises. On a eu le cas typiquement en Californie où les appels à la régulation des entreprises, donc contre une proposition de loi qui était la SB 1047, puis la SB 53, moi je le mets pour les mots-clés, euh, qui était d'un côté régulez-nous de la part des entreprises, mais pas comme ça, ou de faire un lobbying derrière de faire un lobbying derrière pour dire non, non, le verbe de cette régulation ne nous convient pas trop. Donc j'aurais tendance à penser que c'est moitié sincère dans le sens où il y a des gens dans ces entreprises qui bossent sur la sûreté et qui sont parfaitement au courant des risques. Et de l'autre côté, les incitatifs économiques qui poussent à dire, bon, bah, on envoie ce message, mais de l'autre côté, on lutte pour ne pas être régulé. Euh, voilà.
c'est tout le problème de la course à l'intelligence artificielle. Enfin, on a des intérêts économiques qui sont très forts de ces entreprises-là et donc du coup, on peut pas en tout cas, on ne doit pas se fier à leur discours à cause de ça, justement. Et, et on peut se fier aux arguments pour dire c'est dangereux. C'est pas parce qu'ils ont des incitatifs économiques que d'un coup, s'ils crient au danger, c'est pas vrai. Mais sans contrainte derrière, bah, ça reste lettre morte. Et sur les dangers, on a beaucoup d'autres personnes en dehors des entreprises qui alertent, hein. Oui, On a Geoffrey Hinton, Joshua Bengio, qui sont tous deux lauréats du prix Nobel et pionniers de l'IA moderne, qui ont, ouais, qui avertissent vraiment c'est ça. tout le temps sur les risques qu'une IA super intelligente pourrait constituer en termes de menace existentielle pour l'humanité. On a des centaines de chercheurs et même des dirigeants de premier plan qui ont déclaré que limiter les risques d'extinction de l'humanité posés par l'intelligence artificielle, ça devrait être une priorité mondiale, aux côtés d'autres risques de grande ampleur comme les pandémies ou la guerre nucléaire. Il y a des lauréats du prix Nobel, des centaines d'experts, etc., qui ont demandé aux États de parvenir à un accord international pour établir des lignes rouges pour l'IA avec une application rigoureuse d'ici fin 2026. Donc voilà, c'est pas une préoccupation marginale. Il ne s'agit pas d'une préoccupation uniquement de la part de ces entreprises privées. Il y a un grand enjeu à faire comprendre que c'est la position scientifique dominante et il y a un grand enjeu à faire comprendre ça auprès du grand public. Mm. La sûreté de l'IA existait avant Anthropic, avant DeepMind, avant, ça fait 20 ans que ça fait 20 ans que l'alarme existe. Et Clémence mentionnait Yoshua Bengio et des centaines de chercheurs qui ont collectivement publié le rapport international sur la sécurité de l'IA, qui, dans son édition 2026, est maintenant disponible en français. Et j'invite à peu près tout le monde à lire les 3 pages de résumé. Ils ont fait comme le GIEC. Euh, ils ont dit, on va mettre 3 pages de résumé parce que le rapport fait une centaine de pages, mais c'est un résumé extrêmement lisible et c'est- il mérite d'être diffusé. Alors, justement, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, donc je vais vous demander, si possible, d'amener une petite précision en développant quels sont les risques existentiels, parce qu'on l'évoque depuis tout à l'heure, mais sans aller dans le détail, quels sont ces fameux risques existentiels, à quelle échéance? Euh, Évidemment, c'est de la prospective, hein, c'est que des probabilités, entre guillemets, des probabilités bayésiennes qu'on fait, mais aussi, comment ça se fait que aujourd'hui on n'arrive pas à anticiper ces risques, à y pallier? Quelle est la limite sur le plan technologique? Il y a 3 questions. Tout à fait. Donc, il y a la question de euh, comment se déroule, comment ça se passe, s'il y a un risque existentiel, quand et pourquoi c'est difficile. Comment ça se passe? C'est le scénario typique de la perte de contrôle. C'est de donner à une machine une mission qui est ouverte. C'est-à-dire, par exemple, fais en sorte, j'aime bien cet exemple, fais en sorte qu'il n'y ait pas de blackout, que la grille électrique tienne et qu'il n'y a pas de coupure de courant, absolument pas, parce que c'est très important, qu'il n'y ait pas de coupure de courant. Ça, c'est un truc ouvert parce qu'il n'y a pas il y a pas vraiment de moment où on dit tu as gagné. C'est toujours, c'est une tâche qui continue éternellement. Il faut toujours être vigilant et il y a toujours, le risque zéro n'existe pas. Donc, il y a toujours moyen de faire mieux. Et lorsqu'on donne des ressources à une machine pour faire ça, une machine très compétente, une machine va typiquement empêcher euh, euh, a- agir pour que, prendre des décisions pour que personne ne l'arrête, parce que sinon elle ne pourrait pas remplir sa mission. Se répliquer, parce qu'avoir plus de ressources informatiques, plus de puissance de calcul, être plus compétente,
c'est toujours utile pour accomplir ces missions, prendre le contrôle de plus de ressources, puisque en plus, gérer le réseau électrique, c'est quand même bien compliqué. Et tout ceci, si on suit le raisonnement, on a une machine qu'on ne peut pas éteindre, qui prend de plus en plus d'espace et qui, si on la pousse dans ses retranchements, stabiliser le réseau électrique mondial, ça peut très bien se faire sans les humains. Il y a pas le bien des humains dans la mission. On lui a juste demandé de gérer un réseau électrique. À partir du moment où vous avez une machine compétente, où les humains ne sont pas dans l'équation, les humains font partie de l'environnement. C'est-à-dire qu'on a exactement, du point de vue de la machine, les humains ont exactement, et les animaux aussi, les humains et les animaux ont la même valeur morale que des cailloux, qu'on n'hésitera pas à dynamiter pour faire un barrage ou pour construire un parc ou pour construire un bâtiment. On fait partie de l'environnement. Euh, donc ça, c'est le genre de perte de contrôle de dire, on a donné une mission à une machine, elle essaie de faire son job et les humains ne font pas partie de l'équation. Alors, à quelle échéance ça arrive? Bah, ça dépend. À l'époque où j'ai commencé, les horizons temporels étaient du genre, allez, ça n'arrivera pas avant 2060, 2080, 2100, avant le siècle prochain, parce que de toute façon, les machines ne sont pas assez compétentes. Et ce qu'on constate, c'est que les gens ne sont toujours pas d'accord. Par contre, tout le monde annonce ça beaucoup plus vite. Les plus pessimistes, du coup, annoncent des problèmes dès 2027. Ah, c'est l'année prochaine. Euh, et même les plus pessimistes du lot, typiquement Yann Lequin, qui disait les machines sont très très loin d'être générales, annonce des machines générales et compétentes dans 5 à 10 ans. Et il est considéré comme optimiste et prudent. Donc, même si les gens sont effectivement toujours pas d'accord, les horizons se sont très fortement rapprochés et donc l'urgence augmente. Et pourquoi c'est si compliqué? Bah, parce que il y a deux problèmes. Premièrement, c'est très difficile d'avoir une machine qui euh, est à la fois très compétente pour une mission et qui se laisse corriger. Parce qu'à un moment, bah, si la machine est compétente, c'est qu'on lui fait confiance. Et si on lui fait plus confiance que les humains pour accomplir une mission, pourquoi elle écouterait les humains? Ces deux tendances, euh, quasi mathématiquement, sont relativement en opposition. Et l'autre problème, c'est que les méthodes actuelles pour faire des machines qui sont très compétentes sont également très opaques. On ne sait pas aujourd'hui inspecter à l'intérieur d'un programme qui a été entraîné sur des milliards et des milliards et des milliards d'exemples, ce que la machine a appris. On a écrit nous-mêmes le programme qui apprend, mais à partir de là, elle a construit sa recette toute seule. On sait qu'elle marche dans certaines conditions parce qu'on l'a testée, mais on ne sait pas pourquoi elle marche. Et quand on ne sait pas exactement comment marche une solution, c'est très difficile de la sécuriser. C'est comme dire, on a mélangé des écrous et des boulons, ça a fait un avion, on l'a testé, il vole. Comment on fait pour ne pas qu'il décroche dans certaines conditions? Je sais pas. Donc, Ça, c'est la logique de l'alignement. Est-ce que ce serait possible de nous en dire un petit mot, de préciser le concept? oui. Euh, j'ai- c'est- J'ajoute les termes techniques. Le problème que je décris, c'est le problème de l'alignement. L'alignement, c'est le terme pour dire on veut que les machines fassent ce qu'on veut. On veut qu'une machine fasse des choses dans le prolongement de ce qu'on veut, qu'elle aille un peu plus loin. Donc c'est de là que vient alignement. C'est si la machine prolonge la volonté humaine, on veut que ça soit dans la même direction que dans laquelle les humains seraient allés s'ils étaient plus puissants et ainsi de suite. Le désalignement, du coup, c'est une machine qui va commencer à partir dans une direction différente. On parle Donc le problème de l'alignement englobe à peu près tout ce que j'ai dit, faire en sorte qu'une machine puissante ne fasse pas n'importe quoi, donner la bonne consigne à la machine pour que même si elle va dans la direction qu'on a dite, euh, cette direction est bonne.
et le problème de s'assurer que la machine apprend bien ce qu'on lui a appris. C'est-à-dire, même si on lui donne la bonne consigne, il faut qu'elle ait intégré effectivement cette consigne. Donc, ceci est le problème de l'alignement en général. C'est un problème ouvert et il est presque orthogonal au problème des capacités, c'est-à-dire le problème de faire des machines plus puissantes et qui font les trucs euh, mieux, mais selon une certaine mesure de performance qui n'est pas forcément alignée avec les humains. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais continuer sur une autre question de précision. Donc là, on a vu le pourquoi, le quand, et finalement le comment se pose aussi, puisque on peut avoir tendance à se dire que une IA reste dans un univers, dans un périmètre purement informatique, même si on voit qu'il y a de plus en plus d'agents IA, mais qui restent aussi dans un périmètre informatique. Mais finalement, si une IA devait nuire à l'humanité, comment elle pourrait s'y prendre? Il y a beaucoup de scénarios, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, il y a le rapport. Voilà, quelles sont ces pistes d'action? Je voudrais juste rajouter un petit détail par rapport à ce que Jérémy a présenté juste avant, sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'un scénario de perte de contrôle ou de désalignement pour avoir un scénario catastrophique, avec par exemple une utilisation purement malveillante. Donc ça peut être voilà, des cyberattaques sur des systèmes critiques, ça peut être la création d'un nouveau virus qui pourrait créer une pandémie, etc. Donc voilà, il n'y a pas du tout besoin de scénario de perte de contrôle, même si ces scénarios sont tout à fait crédibles. Et sur les modes d'action, ben là, ça va être assez court. Euh, pendant une quinzaine d'années, la recherche en sûreté de l'IA a cherché des solutions techniques au problème de l'alignement. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est de nouveaux problèmes à ajouter à la pile, en disant ça va être plus compliqué que prévu, ça va être plus compliqué que prévu. Ou des solutions extrêmement partielles, comme celles qui sont utilisées par OpenAI et Anthropic pour, par exemple, éviter que leur chatbot ne donne la recette du napalm. Ça existe, mais ça ne tient pas dans des conditions extrêmes ou si quelqu'un pousse vraiment ou si les conversations sont très très longues et ainsi de suite. Donc des solutions partielles qui ne tiendront pas à un niveau de compétence très élevé. L'autre moyen d'action, c'était la gouvernance. C'était de dire, connaissant le terrain des risques, il faut donc que les gouvernements soient au fait de ces risques et donc que les gouvernements soient prêts à réagir si ce risque n'est pas géré à temps. Et c'est aujourd'hui le mode d'action relativement privilégié parce que les chercheurs côté technique disent désolé, on n'aura pas de réponse à temps, il va falloir qu'on vous passe on vous passe un peu la responsabilité. Donc aujourd'hui, tous les moyens, la plupart des moyens d'action sont issus de la gouvernance. POSIA en fait partie, euh, pour demander une pause qui ferait notamment gagner du temps pour que la sûreté puisse rattraper les capacités. Et d'autres propositions qui vont plus précisément sur quel genre de gouvernance veut-on pour des machines extrêmement intelligentes. Au-delà de la pause, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Il faut déjà une pause. Merci beaucoup. Prune, je te donne la parole, tu as levé la main. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question un peu plutôt sur comment enfin, en fait, on me compare souvent les inquiétudes qu'on avait au moment de la révolution, de l'arrivée d'Internet, ce genre de choses. Est-ce que c'est une comparaison au regard des dangers qui est pertinente déjà? Et ne serait-ce que dans la question de l'ampleur que ça peut prendre. Et est-ce qu'il y a aussi des, des, euh, des choses vertueuses qui avaient été mises à l'époque en place pour limiter les dangers, notamment de l'Internet, d'Internet par exemple, qu'on peut reproduire ou qu'on peut calquer sur les questions posées par l'IA? J'espère que ma question a été claire. Ouais, Merci beaucoup. la question était très claire. Euh, la victoire sur Internet a été partielle. Il y a, il y a plein de gens au début d'Internet, ceux qui ont mis les protocoles en place, ceux qui ont permis d'avoir un web ouvert,
ces mêmes principes ont fondé des trucs ultra cool du genre Wikipédia. Euh, c'est parce que c'est parce que le web ouvert et participatif a été créé et modelé dans les années 90, début 2000, qu'on a ce genre d'initiative très collaborative et d'avoir des ressources collectives qui sont disponibles pour tout le monde sur Internet. Et de l'autre côté, n'importe qui peut participer et on a tous les problèmes liés aux réseaux sociaux. Il n'y a pas eu, en soi, l'ampleur de l'Internet peut se retrouver pour l'intelligence artificielle et la différence fondamentale va se jouer au niveau de l'autonomie. On n'a pas de serveur sur Internet qui fait des trucs tout seul et qui commence à aller un peu partout. La comparaison directe, ça va être par exemple avec les vers informatiques, les virus, qui vont se propager parce qu'ils ont été codés pour se propager de plus en plus loin. Donc avec l'intelligence artificielle, on a la même ampleur qu'Internet, qui va toucher plein d'endroits de la société avec des impacts potentiellement gigantesques, avec en plus une notion d'autonomie et de diversité dans les actions. Alors que la plupart des serveurs qui tournent sur Internet sont justement codés à l'ancienne. Euh, on sait exactement ce qu'ils font, même s'ils ont des vulnérabilités, ils vont pas commencer à prendre des actions complètement pétées. Sur le parallèle sur l'inquiétude, il y a une enquête qui a été conduite par le Centre pour la sécurité de l'IA, qui a été publiée là en mai, qui a montré qu'il y a seulement 8% des Français qui veulent accélérer le développement de l'IA et que, à l'inverse, il y a une très large majorité des Français, de tous bords politiques confondus, qui se disent favorables à, à ce que la technologie soit davantage encadrée, à ce qu'il y ait un développement qui soit prioritairement orienté vers la sécurité, les droits et l'éthique. Il y a 75% des interrogés qui se disent inquiets ou très inquiets de la perte de contrôle sur certains systèmes d'IA. Je trouve que c'est un chiffre qui est important à rappeler aussi, qui montre à quel point ben, les Français sont déjà informés sur le sujet, mais il n'y a pas encore, mais il n'y a pas encore assez la demande d'un moratoire qui est dans l'espace public. Alors, justement, nous, on est un collectif affilié à un parti politique, donc on fait de la politique. Comment ça se fait aujourd'hui que, alors qu'il y a cette enquête, alors qu'il y a l'opinion publique qui est quand même très en faveur d'un moratoire sur le développement de l'IA, on ait en France une invisibilisation de ce débat, de ce sujet, une non prise en compte par les politiques, alors que tout à l'heure vous disiez qu'en Angleterre, il y a 100 parlementaires qui se sont mis d'accord, qu'aux États-Unis ça bouge, qu'au Canada ça bouge. Qu'est-ce qui explique cette inertie en France selon vous? Si jamais vous avez des éléments de réponse, hein. C'est pas une question facile. Je pense qu'en politique, de manière générale, la sécurité a tendance à être reléguée au second plan par les intérêts économiques. Et on l'a vu sur le sujet de l'IA en 2025. Il y a tous les ans un sommet sur les risques liés à l'IA, etc. Le premier sommet, c'était en 2023. Ça s'appelait le sommet pour la sécurité de l'IA, avec une déclaration à la fin qui mettait en garde contre le potentiel des dommages graves, voire catastrophiques de l'IA, avec des signataires qui se sont engagés à travailler ensemble pour garantir la sécurité de l'IA. Et au sommet de Paris, le sommet a été renommé le sommet d'action sur l'IA, avec vraiment ben voilà, les intérêts économiques qui ont pris toute la place. Et c'est vraiment la politique française actuellement de mettre beaucoup d'argent, même si il est certain que la France ne gagnera pas la course sur l'intelligence artificielle. Mais voilà, de mettre beaucoup d'argent pour aller dans ce sens-là. Jérémy, si tu veux rajouter des Mm. choses. Le paysage médiatique n'aide pas beaucoup.
en ce moment. Alors, j'ai tendance à sortir ça, mais Yoshia Benjo est passé sur France TV il y a il y a quelques jours. J'invite à l'écouter parce que l'interview est très bien. Mais c'était vraiment une des premières fois qu'on parlait de sûreté sur des grands médias francophones. D'habitude, les voix qu'on entend le plus vont être, par exemple, du tonneau de Yann Lequin, qui est très rassuriste sur la question. D'autres voix, alors, est-ce qu'on veut des noms? Euh, D'autres voix qui vont minimiser ne serait-ce que les capacités de l'IA, de dire que l'intelligence artificielle n'existe pas, que c'est que de l'esbrouf, en contradiction totale avec le consensus scientifique sur le sujet, en contradiction totale avec ceux qu'expérimentent des centaines de millions d'utilisateurs de par le monde. Euh, euh, c'est et non, enfin, il y a aussi un effet de chronologie parce que faire bouger les choses, ça prend du temps. On a très bon espoir que les choses changent, même en France, en particulier parce que beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens s'y intéressent et beaucoup de gens peuvent voir ce qui se passe. Le, et le dernier effet, c'est que également, il y a un biais linguistique qui est que beaucoup de recherche en informatique se fait à l'international en anglais. Que la plupart des contenus et des recherches en sûreté de l'IA ont été publiés en anglais. Et donc, ce n'est pas une coïncidence que les pays les plus avancés sur la communication sur ces sujets soient les États-Unis et le Royaume-Uni. Il y a le même problème en Allemagne, il y a le même problème en Espagne et en Italie. Le fait d'avoir du contenu et de la communication sur ces sujets euh, a pendant très longtemps ralenti le fait que ces idées euh, filtrent dans le débat public. Et encore une fois, c'est vraiment la problématique d'une course aussi, hein. Vu que là, actuellement, les États, ils abordent l'IA comme un levier de croissance, de souveraineté, de compétition internationale aussi. Aucun gouvernement veut prendre du retard face aux États-Unis, à la Chine ou voilà, de manière générale aux autres pays. Et donc c'est une logique qui pousse à privilégier l'investissement dans le développement de l'IA, l'innovation, l'attractivité économique de manière générale, plutôt que la limitation des risques. Euh, et je pense aussi qu'il y a un rapport de force qui est très déséquilibré. On a des entreprises d'IA qui disposent de moyens financiers, médiatiques et technologiques aussi considérables, alors qu'on a des institutions publiques en face qui manquent souvent d'expertise indépendante, de capacité d'évaluation et aussi qui manquent de volonté politique d'imposer des contraintes fortes. Notre merveilleux Institut national d'évaluation et de sécurité de l'IA, qui existe, si, il existe, avec un budget de zéro. Zéro. C'est les, les deux ministères et quatre laboratoires doivent faire fonctionner ça avec leur propre personnel à budget constant. Euh, et j'ajoute sur le coût de la course, qui est un moratoire sur les capacités les plus avancées, sur les recherches en IA générale, voilà, ne contraint absolument pas du tout les industries qui sont loin de la frontière. Le champ est complètement libre. Il n'y a que certaines entreprises à la pointe, celles qui font la course, qui sont impactées par un tel moratoire. Il y a une marge gigantesque pour rattraper ne serait-ce que les capacités de juin 2026. Donc, même avec un moratoire sur les capacités les plus dangereuses qui réduiraient le maximum des risques, le champ de l'innovation en IA, il est largement ouvert. Et d'ailleurs, ce serait même une bonne chose qu'on puisse s'occuper de
comment utiliser ces technologies qu'on a déjà actuellement à bon escient en essayant de gérer tout le reste des impacts sans avoir à se soucier d'un risque existentiel sur lequel on va se concentrer et passer du temps au lieu de le passer sur le reste des problèmes. Merci. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Ouais, Lucas. Du coup, c'est qu'on parle beaucoup, comment dire, de risques existentiels, de risques très graves, etc. J'aimerais essayer, si c'est possible, de finir avec quelque chose qui est plus récent. On parle de plus en plus de bulles financières et de bulles économiques liées à l'IA. Parce que vous parlez beaucoup du fait que les gouvernements investissent massivement pour pas avoir de retard, etc. On pourrait se retrouver face à une crise majeure, vraiment terrible, qui va arriver très très récemment avec notamment, moi j'ai entendu parler du financement circulaire lié à l'IA. Je voulais avoir un peu votre avis dessus et un retour. Merci beaucoup. Euh, il y a toujours une bulle quand il y a des promesses. Les entreprises ont toujours intérêt à promettre plus que ce qu'ils ont effectivement. Pour faire la comparaison avec la bulle Internet des années 2000, lorsque la bulle Internet a éclaté, si on dézoome sur les courbes, on voit quand même une tendance à l'augmentation des revenus liés à Internet. C'est une tendance qui grimpait trop vite parce que la bulle des promesses allait encore plus vite que la bulle des gains réels. Mais si on dézoome et qu'on oublie la bulle, quand la bulle explose, il y a quand même quelque chose derrière. Euh, pour l'intelligence artificielle, comme dans toutes les bulles, sinon les marchés ont tendance à un peu réagir là-dessus, pas suffisamment vite, mais bon. Euh, Lorsque la bulle IA explose, qu'est-ce qui reste? Et ce qui reste, c'est notamment l'infrastructure, les data centers qui ont déjà été construits, les méthodes qui existent aujourd'hui qui marchent, c'est-à-dire si la bulle explose et que les investissements se tarissent, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a aujourd'hui, mais ce qu'on a aujourd'hui, ça, ça marche et ça n'a pas encore filtré dans toute l'économie. Euh, euh, donc, il y a une bulle et potentiellement un crash des investissements qui arrive. On ne sait pas quand. Le marché peut être irrationnel plus longtemps que vous pouvez être solvable. Euh, et la grande question, c'est qu'est-ce qui reste derrière? Mon avis personnel est qu'il reste vraiment beaucoup derrière et que c'est suffisant pour continuer à justifier des investissements massifs, même si les modèles ne progressent plus, même si on ne peut pas hyper scaler, comme il dirait. Si on ne peut même pas continuer la croissance débridée, il y a toujours quelque chose qui reste. C'est pas, il y a quelque chose qui n'est pas du vent derrière. Merci. Pour les 2 minutes qui nous restent, si vous le souhaitez, je vous propose un petit mot de la fin. Si vous avez quelque chose à dire, un message clé à faire passer qu'on n'a pas encore évoqué, n'hésitez pas. Eh bien, n'hésitez pas à rejoindre Posia si jamais vous êtes convaincu des risques. Quelque chose qui peut vraiment faire la différence pour notre association, c'est d'adhérer à Posia. Pour l'instant, on a un peu plus d'une centaine d'adhérents un peu partout en France et le nombre d'adhérents, c'est quelque chose qui est important pour les politiques. Quand on a des rendez-vous avec les politiques, ils nous demandent souvent combien d'adhérents est-ce que vous avez. Donc voilà, si vous avez été un peu convaincu qu'il y a un problème actuellement et que ce problème n'est pas suffisamment pris en compte, adhérer à l'association, c'est un geste qui est très rapide et simple et qui permet vraiment de faire aussi entendre votre voix et vos inquiétudes. Euh, et si vous avez du temps, vous pouvez rejoindre l'association pour bénévoler sur les sujets. Donc voilà, on a beaucoup de travail à faire sur le sujet de la sécurité de l'IA et en tant que mouvement citoyen pour porter la voix pour plus de débats démocratiques sur le sujet dans le débat public. Et donc du coup, on a besoin de personnes pour nous aider sur ce sujet.
Jérémy, tu veux ajouter quelque chose? Non, tu as tout dit. Merci beaucoup, merci Clémence, merci Jérémy pour votre présence avec nous ce matin. On a bien noté tout ce que vous avez dit. La session a été enregistrée et sera diffusée sur le site Radicalement Vôtre. N'hésitez pas également à toute personne qui nous entendrait d'adhérer également ou de rejoindre le collectif. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous et merci encore d'être venus. Merci beaucoup.